Bonjour, bonsoir, bienvenue sur OSS Channel. Bonne fête de fin d'année de la part de toute l'équipe d'Oversoft Solutions. Aujourd'hui, nous allons parler de ASP.NET Core dans sa version 3.0. ASP est la technologie proposée par Microsoft pour développer des applications web sur sa plateforme. De l'autre côté, le .NET Core est également la technologie proposée toujours par Microsoft pour développer des applications cross-platform, c'est-à-dire des applications qui vont être diffusées, publiées, déployées, ciblées les environnements Windows, Linux et Mac. Actuellement, le .NET Core est à sa version 3.0. Ce .NET existe depuis 2016. Ça fait déjà 3 ans d'expérience. Nous avons donc attendu que cette technologie arrive en maturité pour pouvoir vous proposer une vidéo là-dessus. Je suis Willy Joël Chana, développeur architecte à Oversoft Solutions. Sans plus tarder, nous allons voir ce que OSS a prévu pour vous cette année sur la chaîne OSS Channel. Alors, nous avons prévu un ensemble de vidéos qui vont être publiées pour la technologie .NET particulièrement. D'autres vidéos seront bien évidemment publiées pour d'autres technologies, mais sur cette série, nous allons voir des vidéos concernant la technologie .NET. La première vidéo est celle que vous regardez. C'est en fait l'ensemble, une vue d'ensemble sur le .NET. La deuxième vidéo que nous allons publier beaucoup plus tard dans l'année, enfin pas trop tard, mais quand même dans l'année, ce sera des applications ASP.NET Core MVC. Ensuite, nous faisons les applications ASP.NET Core, une autre vidéo sur les Web API. Ensuite, sur les pages Razor, les Razor Page. Et enfin, nous allons faire une 5e série de vidéos sur les applications Blazor. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne, donc vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de ces vidéos. Alors, qu'est-ce que vous aurez besoin de connaître pour avancer dans l'ensemble des séries de ces vidéos? Vous devez connaître le HTML5, le CSS3, le JavaScript, le Bootstrap, le jQuery, une notion avancée de C# telles que les méthodes d'extension, les méthodes asynchrones, les interfaces, les expressions lambda, le link. Comme éditeur, nous allons utiliser Visual Studio Code, mais si vous avez Visual Studio Community à sa version 2017, ce sera aussi une bonne chose. Comme langage de données, nous allons utiliser manipulation de données, nous allons utiliser le SQL et nous allons utiliser comme base de données MySQL. MySQL essaie de choisir ici juste pour sa portabilité, le fait que ce soit aussi cross-platform. Et comme client, nous allons utiliser PHP-Marmite ou Workbench. Si vous savez Workbench, l'un ou l'autre, ce sera excellent. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager au maximum cette vidéo et à nous laisser des commentaires aussi si vous avez besoin des notions sur certains de ces prérequis que nous venons de citer sur ce slide. Alors, en plan pour la vidéo, nous allons parler d'abord de .NET, c'est-à-dire les différents .NET qui existent sur la plateforme. Ensuite, nous allons parler particulièrement du .NET Core 3.0. Nous allons voir ce que Microsoft nous réserve dans les années futures pour cette technologie. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons parler du nécessaire pour développer en .NET Core, notamment le SDK, les IDE. Et puis, nous ferons une petite démo pour vous montrer un peu l'architecture d'une application ASP.NET Core. Dans un troisième temps, nous allons donc parler un peu du pattern MVC. C'est quoi le MVC, c'est quoi le routing, à quoi ça ressemble le routage en ASP.NET Core. Et puis nous ferons une dernière démo pour passer d'une application quasiment basique à une application MVC en .NET Core. Et bien sans plus tarder,
nous allons commencer. Eh bien, les applications sur la plateforme .NET, les applications sont divisées en trois grands modèles. Alors, chaque modèle applicatif repose sur une certaine librairie. Le premier modèle applicatif, c'est les modèles qui reposent sur, sont les modèles qui reposent sur le framework .NET. C'est le framework avec lequel Microsoft a démarré sa technologie .NET. Avec ce framework, on peut toujours développer des applications WPF, Windows Form et ASP.NET. Et ce framework propose un ensemble de librairies qu'on appelait le .NET Framework Class Library, qui vous permettait d'éditer toutes ces applications. Ensuite est arrivé le .NET Core. Le .NET Core vous proposant de créer des applications comme UWP, les applications pour Windows 10. Aussi de ASP.NET Core. Et ce .NET Core repose sur une librairie qu'on appelle le .NET Standard. Et après, nous avons eu Xamarin. Bien évidemment, le Xamarin, c'est pour développer des applications mobiles. Cette technologie, nous avons déjà parlé de ça dans une de nos vidéos. Je vous invite à la regarder. Voilà. C'est une technologie qui repose notamment sur les librairies Mono. Et l'ensemble de tous ces frameworks repose sur une infrastructure, c'est-à-dire un compilateur commun, un langage commun et une machine virtuelle commune à tous ces langages, à toute cette technologie, tant pour moi. Alors, particulièrement sur le .NET Core 3.0, on peut développer des applications uniquement Windows. Alors, ces applications qui ciblent uniquement la plateforme Windows sont lesquelles? C'est UWP, WPF, Windows Form et puis Entity Framework dans sa version 6. Entity Framework, on verra, c'est une ORM développée pour la plateforme .NET. On verra sûrement dans l'ensemble de ces vidéos, on abordera le point de Entity Framework. Mais on peut aussi développer des applications cross-platform avec le .NET Core 3, notamment les ASP.NET Core, Entity Framework Core et aussi l'intelligence artificielle. Microsoft a déjà fourni une librairie pour développer des applications machine learning et intelligence artificielle. Donc, en grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le .NET Core, vous pouvez développer des applications qui ciblent uniquement les plateformes Windows, mais aussi des applications qui ciblent les autres plateformes comme Linux et Mac. Et tout ceci, toutes ces applications en .NET Core reposent sur la librairie standard. La librairie standard, s'il faut revenir là-dessus, c'est juste des classes qui ont été redéveloppées par Microsoft, qui ont été revues par Microsoft, afin de pouvoir être utilisées sur des environnements différents. Donc, le .NET en lui-même, .NET Framework, est beaucoup plus riche que le .NET Standard, mais on verra un peu plus loin dans cette vidéo ce que Microsoft nous réserve dans le futur pour le .NET. Alors, nous y sommes. Alors, pour un futur proche, Microsoft voudrait que l'infrastructure reste la même, c'est-à-dire on a toujours notre machine virtuelle, on a le compilateur et puis on a le langage, les différents langages de la plateforme. Alors, tous les .NET vont être consolidés en un seul .NET qui sera le .NET 5. Et ce .NET 5 sera donc basé sur, bien évidemment, la librairie standard. Et avec ça, on pourra donc faire les applications desktop, les applications web, les applications pour Azure, les applications mobiles, les applications pour gaming, les objets connectés et éventuellement l'intelligence artificielle. Donc, avec un seul .NET, on pourra développer toutes ces applications. Je pense que si Microsoft arrive jusqu'à ce niveau-là, ce serait quelque chose d'assez formidable quand même. Alors, comme outil, on va toujours utiliser du Visual Studio, ou alors si vous êtes sur Mac, Visual Studio for Mac. Si Linux, vous pouvez toujours utiliser Visual Studio Code. Et puis aussi l'interface de ligne de commande
C'est aussi possible, bien que ce soit quand même assez ardu de le faire, mais c'est possible de développer, de compiler ces projets en ligne de commande. On verra ça un peu plus loin dans la vidéo, dans la démo. Alors, vous aurez besoin de quoi? La première chose qu'il faudra faire, ce sera d'installer le SDK. Vous téléchargez le SDK au lien qui figure là en haut du slide. On mettra un lien en description, le lien de téléchargement en description de la vidéo. Tous les liens de téléchargement de cette vidéo sont en description. Et puis, vous pouvez donc choisir votre plateforme, dépendant de votre plateforme, vous choisissez ou de votre système d'exploitation 64 ou 32 bits. Vous choisissez ce qui convient à votre système et puis vous téléchargez. Et ensuite, il faut l'installer. C'est très facile à faire. Après avoir installé le .NET Core 3, vous devez installer le .NET 3.1. Ce .NET Core 3.1, sorti tout récemment en novembre, il vous permet de développer des applications Blazor côté client. Les applications Blazor côté client, on reviendra là-dessus, mais pour vous dire grosso modo, c'est un peu comme des applications, ce sont des applications de WebAssembly dont le code C# est compilé entièrement, enfin, est exécuté entièrement côté client comme du JavaScript. Alors, vous choisissez toujours votre environnement qui convient, enfin, le téléchargement qui convient à votre environnement. Et une fois que vous avez fini de télécharger, vous devez donc exécuter cette commande en ligne de commande. Voilà, sur le DOS, vous pouvez exécuter cette commande qu'on mettra aussi en description de la vidéo. Cette commande vous permettra d'installer le modèle applicatif pour les applications Blazor côté client. Maintenant, si vous êtes sur Windows et que vous avez déjà Visual Studio, alors je vous conseille de passer à Visual Studio 2017 si ce n'est pas encore le cas, au moins, ou alors 2019, la plus récente. Et de vous assurer d'avoir installé, d'avoir coché le développement multiplateforme .NET Core et puis de valider les modifications. Une fois que vous avez fait ça, vous serez en possession de la dernière version du SDK que nous avons nous avons précisé à télécharger dans le slide précédent. Bien, alors une fois que tout ça est installé, vous devez quand même connaître quelques commandes pour pouvoir démarrer sur .NET Core. Bien évidemment, si vous avez Visual Studio, ces commandes ne vous serviront à rien. C'est si vous êtes sur Linux ou sur Mac, alors vous pouvez utiliser ces applications, démarrer les applications en ligne de commande. Comme vous le faites, si vous êtes habitué au Angular, Cordova, c'est même la même philosophie. C'est un peu la même philosophie. Alors les commandes, c'est simple, c'est .NET et puis suivi de la commande, des arguments et puis les options. Alors par exemple, si je fais .NET-version, vous aurez la version de votre .NET. Pour créer une application, vous utilisez .NET New Web pour créer une application web carrément simple, basique, quasiment vide. Hein, voilà. Alors, si vous voulez préciser le nom du projet, vous faites .NET New-le nom du projet. Donc .NET New Web-N pour name, le nom du projet. Si vous voulez préciser le répertoire dans lequel vous voulez placer votre projet, vous utilisez plutôt l'argument -O. Et si vous voulez voir la liste des différents templates dans votre .NET, ça prend un peu de temps cette commande si vous avez beaucoup de templates. Vous tapez donc .NET New List. Ici, le template que nous avons utilisé, c'est le template web, mais il y a beaucoup d'autres templates que nous verrons un peu plus loin dans le slide. Pour ajouter un package à votre application, voilà, vous tapez la commande qui suit, .NET Add Package et le nom du package. Et vous devez avoir une connexion Internet. Hein. Donc, c'est la précision qu'il faudra ajouter. Il faut être connecté pour pouvoir créer, pour pouvoir non seulement ajouter un package, mais aussi restaurer les packages lors de la création des projets. On verra tout ça en démo. Alors, pour la restauration des projets, des packages, vous devez taper .NET Restore. La commande .NET Restore, généralement, elle est utilisée lorsque vous prenez un projet, peut-être vous le téléchargez sur Git ou bien sur votre repositoire préféré.
Et après, vous le mettez dans votre machine, vous tapez cette commande pour pouvoir restaurer tous les packages du projet. .NET Bull, comme son nom l'indique, c'est pour compiler votre projet, tout simplement. Et .NET Run ou .NET Wash Run pour lancer le projet sur un port. La petite différence, c'est que Watch vous permet de lancer le projet et chaque fois que vous modifiez un fichier et que vous enregistrez, le projet est automatiquement recompilé à la volée. Alors, pour les IDE, comme nous avons déjà vu, hein, les plus célèbres sont Visual Studio Code. Hein, c'est un IDE multiplateforme, que vous soyez sur Linux, sur Mac ou sur Windows, vous pouvez l'utiliser. Vous avez Visual Studio pour Mac. Donc, si vous êtes sur Mac, vous pouvez avoir un environnement beaucoup plus solide et robuste. Vous utilisez Visual Studio pour Mac pour développer. Mais vous pouvez aussi utiliser le célèbre Visual Studio tout court. Ici, mais là, c'est uniquement disponible pour Windows. Alors, pour notre démo, nous allons utiliser Visual Studio Code. Et c'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, à liker, à partager la vidéo au maximum. Et bien, pour cette démo, nous allons utiliser Visual Studio Code. Alors, pour commencer, j'espère que vous êtes familier à cet environnement. Hein. Sinon, laissez-nous un commentaire si vous voulez, je sais pas, une vidéo pour vous montrer comment manipuler Visual Studio Code. Mais je crois que on prend la main facilement avec cet éditeur. Alors, pour commencer, vous devez d'abord installer quand même quelques extensions. Cette extension, je l'ai installée sur mon Visual Studio Code. Ça vous permet d'installer toutes les extensions nécessaires pour développer en .NET Core. Donc, c'est l'extension .NET Core Extension Pack. Dès que vous l'installez, ça va prendre quand même assez de temps parce que ça installe beaucoup d'extensions. Donc, dès que vous l'avez installé, vous devez aussi, moi j'ai installé, mais c'est pas obligatoire pour le tutoriel. Vous pouvez aussi installer Preacher. Voilà, je l'ai installé aussi. Preacher, c'est juste pour le fun. C'est une extension qui me permet, par exemple, d'arranger mon code, voilà, de le réorganiser, de le structurer, d'indenter le code une fois que j'ai fait un save. Et puis, si vous avez installé ouais, c'est ça, Preacher, vous devez quand même le configurer. Alors, pour le configurer, vous devez cocher, par exemple ici, cocher ceci, Use Tab, pour que ça indente avec la tabulation. L'indentation se fera avec la tabulation. Une fois que vous avez coché ça, vous saisissez ici dans la zone Format. Voilà, Format, et vous cochez Format on Save. Format on Save, ceci va vous permettre que chaque fois que vous enregistrez votre fichier, vous avez la possibilité donc il va donc indenter le fichier automatiquement dès que vous l'enregistrez. Ensuite, vous devez, on va aller dans les settings, vous devez ajouter quand même, attendez, oui, vous devez ajouter dans les settings, on va aller voir sur Resort. Je cherche un peu, ok, d'accord, vous tapez Resort. Alors là, vous allez dans le fichier settings qui est ici en cliquant sur modifier. Et là, vous allez ajouter cette ligne-ci. Bien évidemment, cette ligne est très simple. Hein. Ça vous permet juste que les pages Resort reconnaissent du HTML. On reviendra un peu là-dessus lors de la vidéo. C'est juste pour que Visual Studio Code reconnaisse les syntaxes HTML, enfin ajoute de l'intelligence HTML dans les pages Resort. Bien. Dès que vous avez fait ça, je crois que vous êtes prêt à commencer.
Alors, la première chose, c'est donc d'aller sur votre terminal, ici, nouveau terminal, et on va se placer dans un disque D, par exemple. Et on va donc créer dans un répertoire, je vais créer ça dans le répertoire de OSS, voilà, ce tutoriel. Dans ce répertoire de OSS tutoriel, je vais créer un répertoire démo, ok, je vais créer un répertoire démo. Et dans ce répertoire, je vais déplacer jusqu'à ce répertoire démo. Et dans ce répertoire démo, je vais créer le projet. Donc, pour créer le projet, on a vu cette commande .NET, pour voir la version du .NET. Si on voit un peu la version du .NET qui est installée en environnement, vous voyez bien que c'est le 3.1. Donc, on va donc créer le projet maintenant. C'est .NET New Web. Voilà. Donc, comme je n'ai pas précisé le nom du projet, le nom du dossier sera forcément le nom du projet. Bien là, il a fini la création, il restaure les packages nécessaires. Bon, il faut vous assurer que vous êtes connecté, bien évidemment, sur Internet. Ok, c'est terminé. Une fois que c'est terminé, on va donc regarder à quoi ressemble la structure d'un projet .NET. Donc, je vais rafraîchir mon éditeur de Visual Studio Code avec -R déplaçant sur ce projet. Voilà. Ok, je suis donc dans le répertoire démo et voilà le projet qui a été créé. Ok, bien. Alors pour commencer, nous allons essayer de visiter un peu l'ensemble des fichiers de ce projet. Le premier fichier que je vais vous présenter, c'est le fichier launch.settings. Alors c'est le fichier de démarrage, c'est la configuration de démarrage. Ce fichier vous permet de configurer, en fait, ou bien vous permet de configurer les serveurs avec lesquels votre application va démarrer. Par défaut, lorsque vous êtes en console, ou bien lorsque vous êtes sur un environnement console, oui, généralement, c'est cette configuration-ci qui est utilisée dans la configuration démo qui porte le nom du projet. Et ça va donc démarrer sur ce port-ci en HTTP ou en HTTPS. L'environnement par défaut défini. Bon, alors si Visual Studio Code vous affiche ceci, c'est d'activer les éléments de debug, vous dites yes, oui. Ça vous permet d'ajouter l'intelligence à votre projet. Donc, comme je le disais, l'environnement défini ici est l'environnement de développement. On aura toute une série de vidéos pour revenir sur ces différents environnements, notamment des projets de base. On a 3 environnements, le stage, le products et le développement. Donc, l'environnement de test, l'environnement de développement et l'environnement de production. Bon, ici par défaut, c'est l'environnement de production, de développement qui est activé. Si vous êtes sur Visual Studio, sur Windows et vous utilisez Visual Studio, c'est l'environnement IS Express. Hein, c'est l'environnement IS Express qui sera ce profil-ci qui va démarrer. Alors pour ce profil particulier, c'est IS Express qui est défini comme serveur web. Tandis qu'ici pour démo, c'est plutôt le serveur Kestrel, oui, qui est le serveur aussi cross-platform qui est lancé. Alors, ceux qui ont bien utilisé Visual Studio, ils font des applications ASP, ils comprennent bien, ils connaissent bien de quoi il s'agit pour IIS Express. Mais sinon, on pourra revenir dessus dans une vidéo. Laissez-nous un commentaire si ceci semble un peu bizarre pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de comprendre beaucoup plus que ça pour pouvoir commencer en .NET Core. Bon, là, c'est le développement de la définition pour l'environnement
pour le démarrage du serveur IIS lui-même. Donc ça, c'est sa configuration. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ce fichier launch.sitting vous permet donc de définir les démarrages, les serveurs avec lesquels votre application ASP va démarrer. Le prochain fichier que nous allons voir, c'est ASP-Sitting. ASP-Sitting.development.json, c'est le fichier qui permet de configurer vos variables applicatifs. Donc ici, il y a une variable qui est déjà configurée, un objet login qui permet de faire des logs sur votre application. Et vous constatez que ce fichier apparaît en double. Il y a un fichier pour le développement et un fichier JSON. Alors, la différence, c'est quoi? C'est juste que si vous êtes en développement, c'est ce fichier-ci qui sera utilisé. Donc, vous pouvez créer d'autres fichiers, par exemple, .stage ou bien .production.json pour définir les configurations de production, de test également. Alors, celui-ci, c'est le fichier global. Autrement dit, c'est le fichier qui est utilisé quel que soit l'environnement. Donc, indépendamment de l'environnement, c'est c'est appsettings.json qui est utilisé. De telle sorte que si vous avez une variable ici applicative, tant pour moi, si vous avez ici une variable applicative qui est la même ici, alors c'est plutôt la variable définie dans l'environnement ciblé par cette variable dans le fichier logs qui sera utilisée. Donc, si par exemple lors du démarrage, vous voyez ici que j'ai deux variables. J'ai ici une variable log settings et ici aussi une variable qui s'appelle log settings. Lorsque je vais démarrer, il va donc cibler l'environnement. De quel environnement il s'agit? Il va voir que c'est l'environnement de développement. Donc, c'est ce fichier-ci qui sera utilisé et c'est son log setting qui sera utilisé notamment. Donc, ce fichier de développement est prioritaire sur le fichier appsettings. Bon, généralement, pour éviter toute tracasserie, il serait sage d'utiliser ici juste des variables qui sont globales à tous les environnements et ici les variables qui sont spécifiques à un environnement. Bien, ce fichier, c'est le fichier de projet qui définit la version du .NET avec lequel on démarre, c'est-à-dire .NET Core 3.1. Voilà, c'est la cible. Et puis, vous avez votre fichier programme, le fameux fichier programme qui contient la méthode main. Alors, cette méthode main appelle une autre méthode createHostBuilder. Que fait cette méthode createHostBuilder? Eh bien, ça crée un service. Ça démarre un host, un service. Et ce host-là appelle une fonction createDefaultBuilder. Cette fonction va donc démarrer un serveur, notamment pour le cas de figure Kestrel, comme je vous ai dit, puisqu'on démarre sudos ou IS, mais avec des configurations définies dans une classe qui s'appelle Starter. Ensuite, cette fonction-ci va retourner dans un objet de type HostBuilder. Et ce HostBuilder, cet objet va être compilé. Ensuite, va démarrer le serveur en attente des requêtes. Alors, quelle est la configuration définie pour notre serveur? Donc, notre serveur devra donc démarrer avec la configuration suivante. C'est-à-dire qu'au lancement du serveur, nous allons appeler le compilateur, le runtime va appeler cette classe startup et va exécuter, va lancer la méthode configure service. Cette méthode vous permet juste de faire les injections de dépendances. Ici, il y a des injections définies par défaut, mais vous pouvez faire vos propres injections. On reviendra là-dessus dans des prochaines vidéos. Et ici, deuxième méthode de configure qui prend en paramètre une variable apps injectée aussi. Et puis une variable d'environnement. Cette variable permet de savoir si on est sur un environnement de développement, de production ou de test. Par exemple, ici, il est dit que si on est sur un environnement de développement, les erreurs vont être affichées telles quelles sur la page.
On pourrait aussi dire, faire une autre condition en disant si on est en production, on renvoie par exemple l'utilisateur sur une page d'erreur et on log, l'erreur. Ensuite, vous avez ici apps qui est appelé méthode route, use routing. Donc c'est ici que le routing est défini. Donc le routage est défini pour votre application web. Et c'est dans les endpoints qu'on va donc configurer ce routage. Et ici, on a un routage vraiment très basique. Hein. Donc ça, ça dit que l'URL par défaut, donc l'URL est simple de base, va donc renvoyer le message Hello World dans la requête HTTP. Dans cette méthode de configure, en grosso modo, si on peut résumer, c'est ce qu'on appelle le pipeline d'exécution d'une requête HTTP. C'est-à-dire qu'une requête HTTP va suivre tout le parcours qui est défini ici. Donc, on va d'abord commencer par définir l'environnement. Donc, voici l'environnement stage. Les erreurs de la requête vont être renvoyées sur la page. La requête va passer par un service de routage. Ensuite, va être mappée sur une route particulière. On verra un peu plus ça. On verra un peu en détail tout ceci dans un autre slide, dans la deuxième démo. Donc voilà en gros à quoi ressemble votre application de base ASP.NET Core. Voilà, c'est très facile. Il n'y a pas beaucoup de fichiers, comme vous pouvez le constater. Il y a très peu de fichiers pour démarrer. Voilà, rien de très compliqué. On va donc lancer notre projet. On va rappeler notre terminal. Pour lancer le projet, c'est simple, on a vu .NET Run. Bon, go. Ok, c'est bon, ça a démarré. Maintenant que ça a démarré, nous allons passer sur notre navigateur pour voir à quoi tout cela ressemble. Alors, vous constaterez que l'application a démarré sur le port localhost 5000 et voilà, le message qui est affiché est bien évidemment Hello World. Donc, si on revient sur Visual Studio, vous verrez ici que l'application a bien démarré sur les deux ports en HTTPS sur 5001 et en HTTP sur 5000 et que c'est bien le message défini par cette route-ci qui est la route par défaut, hein, donc la route de base, qui va donc envoyer une réponse juste Hello World au client. Et c'est cette réponse-là que vous voyez notamment dans votre page web. Hello World. Voilà. Aussi simple que ça. Eh bien, si vous avez bien évidemment des questions là-dessus, des commentaires, ou bien une préoccupation particulière par rapport à tout ce qui vient de se passer dans la démo, n'hésitez pas à nous écrire, à laisser votre commentaire. Aussi vraiment à partager la vidéo pour nous encourager, partager, surtout vous abonner, hein, pour nous encourager à continuer. Eh bien, on va aller dans la deuxième partie de cette vidéo. Eh bien, nous venons de finir donc la démo et nous venons de terminer cette démo et puis nous allons continuer avec le pattern MVC. Eh bien, c'est quoi le pattern MVC? C'est comme son nom l'indique, enfin, c'est pas son sigle l'indique, M pour modèle, V pour vue et C pour contrôleur. Modèle, vue, contrôleur. L'image ici illustre très bien ce pattern MVC. Donc, vous avez d'une part
Voilà, la dame qui s'occupe de tout ce qui est vu, tout ce qui est présenté, tout ce qui est présentation. Et puis, il y a le bonhomme au milieu qui s'occupe de tout ce qui est traitement, qui va aller sur la vue, qui ne va pas aller sur la vue. Et derrière, vous avez une autre dame, pardon, qui s'occupe voilà, de tout ce qui est modèle, tout ce qui est base de données, tout ce qui est information qui vont transiter sur la vue à travers un contrôleur. Donc, le contrôleur est un peu au milieu entre les données et la présentation. Alors, il faut comprendre que sur une application MVC, les requêtes n'indexent pas directement une ressource. Autrement dit, une requête ne va pas aller directement pointer sur un fichier HTML. Non, une requête va pointer sur un contrôleur et c'est ce contrôleur qui va définir la vue qui va être présentée. Regardons un peu la structure, enfin le schéma, enfin la route, le chemin que prend une requête tout au long du cycle d'une application MVC. Alors, premièrement, la requête qui quitte votre navigateur va d'abord atterrir dans un routeur, dans un routage. Le routage va donc définir le contrôleur qui va être instancié, c'est-à-dire un contrôleur ici c'est une classe qui va être instanciée. Et cette classe-là va donc appeler une méthode en interne qui pourra aller communiquer avec un modèle. Et ce modèle-là va renvoyer des informations, voilà, au contrôleur. Et c'est ce contrôleur-là qui va donc choisir la vue qui va être renvoyée avec les données prises au modèle vers votre navigateur. Donc, en gros, c'est comme ça qu'une application ASP.MVC fonctionne. Autrement dit, vous ne saurez jamais exactement quelle est la vue qu'un contrôleur peut renvoyer. Donc, on ne pointe pas sur la ressource. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne pointe pas directement sur la ressource, on pointe sur un contrôleur. Le contrôleur, c'est tout bêtement une classe qui va appeler une méthode en interne, qui va donc faire tout le traitement nécessaire et renvoyer donc ça sur une vue qui va être renvoyée ensuite vers un navigateur. Alors, regardons un peu à quoi ressemble un routing basique. Voici une requête HTTP que vous pouvez envoyer à un serveur web. Cette requête, donc, HTTP a donc une partie, voyant la couleur là, qui renferme le contrôleur, et puis l'action qui va être appelée dans le contrôleur, et puis une troisième partie de la requête qui est un ID. Alors, le mot ID est vraiment conventionnel. Ici, on aurait pu utiliser n'importe quel mot, mais c'est l'ID. ID ici qui est optionnel. Le point d'interrogation, c'est pour dire que l'ID est optionnel. On n'est pas obligé d'avoir un paramètre. Donc en fait, cette partie de la requête de votre URL donc, est la partie qui peut changer selon votre appel. Et c'est ce qu'on appelle donc un pattern de route. Prenons un exemple pour que tout ceci soit un peu clair. Supposons que j'appelle une URL, c'est-à-dire que la partie du pattern, j'ai juste pris le pattern dans l'exemple, un contrôleur qui s'appelle produit et puis une action du contrôleur qui s'appelle détail et puis que je passe au paramètre un ID 5. Autrement dit, je vais afficher le produit d'ID 5, les détails sur le produit d'ID 5. Alors, qu'est-ce qui va se passer en interne dans le routage? Une classe product controller va être instanciée. Cette classe, toutes les classes de contrôleur sont toujours suffixées par le mot-clé contrôleur, c'est une convention encore. Et cette classe va donc être instanciée et puis la méthode details va être invoquée en passant à cette méthode en paramètre identifiant 5. Alors si par exemple, comme elle a été optionnelle, je peux donc appeler juste le contrôleur products avec peut-être une action qui s'appelle index. Alors tout simplement ici, index n'est pas une page, bien évidemment, c'est toujours une action, c'est-à-dire que je vais donc instancier la classe product controller et je vais appeler sa méthode qui s'appelle index. De même, si je fais la même chose pour cette route qui est assez complexe, vous avez products create et puis /5, donc avec name, hamburger, price, mean et currency, ZAF.
Qu'est-ce qui va donc se passer? Le contrôleur products va être instancié, la méthode create va être invoquée, et à cette méthode, à l'ID, on va passer 5. Au name, on va passer hamburger. Au price, paramètre price, on va passer 1000, et puis au paramètre currency, on va passer SAF. Bien, toutefois, quelquefois aussi, la route peut être définie assez différemment, c'est-à-dire avec des paramètres, j'ai envie de dire, par défaut. Hein. Donc, ce n'est plus optionnel, mais c'est par défaut. Par exemple, ici, on a un pattern de route où le contrôleur par défaut est home et l'action par défaut est index. Alors, que se passe-t-il si vous avez une route définie un peu comme ça? Un pattern de route défini comme ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que, bien évidemment, la route précédente, products détail 5, va toujours être pareil, ça va toujours marcher. Ensuite, si vous faites la même chose pour index, pas de souci. Par contre, ici, si vous ne mettez pas d'action, c'est-à-dire vous mettez juste products sur votre route, donc sans aucune action, l'action par défaut, comme défini par le pattern de route, est index. Donc, dans ce cas, c'est index qui va être invoqué comme méthode. Et si vous ne mettez absolument rien, c'est-à-dire la route de base, alors c'est le contrôleur home qui va être invoqué dans ce cas de figure, et l'action index aussi va être appelée par défaut. Voilà. Alors, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des, des éléments statiques dans votre route. Par exemple, ici, on a notre pattern commence à partir de admin. Et admin ici est un élément statique. Bon, cet élément statique, vous le placez n'importe où à l'intérieur de votre pattern, avant, après le contrôleur, après l'action, après l'index, peu importe. Vous pouvez le placer n'importe où. Seulement, chaque fois que vous allez donc vouloir invoquer votre route, cet élément statique doit figurer là-dessus. Donc, on va reprendre toujours avec les exemples précédents, c'est-à-dire que pour maintenant appeler le products détail et puis passer à la 5, vous devez d'abord préciser bien avant admin. C'est le cas aussi pour index et products, ou bien pour le contrôleur, enfin pour la méthode, enfin, l'URL de base sera maintenant plutôt admin. Alors, comment configurer dans les routes en ASP.NET Core? Les routes sont configurées dans le endpoint, comme nous avons vu dans la démo précédente. Donc, c'est dans les endpoints qu'on fait la configuration des routes. Et puis, il y a donc différents types de modèles de projets ASP.NET Core. Et chaque type de projet a une route particulière. Bon, regardons d'abord un peu quels sont ces différents types de projets. Alors, si vous avez compris, ces différents types de projets ressemblent un peu à notre vidéo. Donc, premièrement, nous avons des projets vides. Nous avons les projets MVC. On a parlé de ça ici. Ça va faire partie d'une vidéo. Nous avons les projets Web API aussi qui font aussi partie d'une vidéo. Les Razor Page et puis Blazor côté serveur. Bien évidemment, si vous voulez développer des applications Blazor côté client, vous devez d'abord installer le .NET Core 3.1, comme je vous explique en début de vidéo, qui va aussi vous apporter les modèles sur .NET 3.0, donc tous ces modèles de projet, nous allons le voir. En plus de cela, vous pourrez développer des applications Blazor côté client également, les WebAssembly. Alors, regardons donc la configuration pour chacun de ces projets. Alors, pour le projet basique, hein, simple, le endpoint, nous avons vu dans la démo, c'est ça. Voilà, c'est map-get. C'est le endpoint map-get qui vous permet de configurer ce type de projet. Hein, voilà. Alors, pour le MVC, on va plutôt utiliser le endpoint map controller pour définir notre pattern de route. Vous voyez ici un pattern de route défini sur home et puis sur une action index et puis avec l'ID par défaut. Donc en ASP, généralement tout est plutôt convention et non configuration. Donc, une fois que vous allez respecter cette convention de votre pattern que vous avez défini, toutes les routes doivent respecter ce pattern, et toutes les routes qui respectent ce pattern devraient trouver normalement un contrôleur
à sa disposition. Donc, on ne va pas définir les routes au fur et à mesure qu'on va créer les contrôleurs. Non, on définit juste un modèle et puis les URL doivent respecter ce modèle pour pouvoir accéder aux ressources. Alors pour les Web API, il suffit juste d'appeler map controller. Dans ce cas, c'est les contrôleurs qui vont définir les routes. C'est sur les contrôleurs ou bien sur les méthodes des contrôleurs que nous allons définir les routes. On verra ça pour la vidéo des Web API. Pour les resort pages, vous devez juste mettre map resort page, tout simplement. On reviendra là-dessus aussi. Pour les Blazor, c'est map Blazor hub. Voilà, ça aussi, on viendra en détail sur, ça un peu plus dans d'autres vidéos. Et pour les WebAssembly, Blazor côté client, app component. Donc, vous avez compris déjà, add component ici, les WebAssembly ont un peu la même structure que Angular, orienté composant, pour ceux qui ont déjà fait du Angular. Alors, essayons de voir à quoi ressemble un modèle. Un modèle, c'est tout bête, hein. C'est tout simplement une classe. Voilà, une classe comme ça, simple, qui vous permet voilà, de définir des propriétés qui vont être renvoyées par exemple à une vue. Ici, on a par exemple une classe personne. Le contrôleur, il ressemble un peu plus à ça, c'est toujours une classe qui va être invoquée. Ici, on a un contrôleur avec un constructeur qui injecte un contexte. On verra ça dans les injections de dépendance. Et puis, vous avez deux méthodes dans ce contrôleur, deux autres méthodes dans ce contrôleur, index et détail. Bien, alors à quoi ressemble une vue? Une vue, c'est une page HTML mélangée avec du C#. Donc, c'est une page avec l'extension CS-HTML, CS pour C#, HTML. Donc, c'est pour dire, au lieu de dire des pages CS, HTML, Microsoft a choisi le mot Razor, page Razor. Donc, si vous entendez page Razor, c'est justement pour dire une page dans laquelle il s'est écrit du C# ou tout autre langage mélangé avec du HTML. Alors, les syntaxes Razor commencent par l'arrobase et vous permettent d'écrire du code C#. On verra un peu ça plus loin dans d'autres vidéos. Alors, sans plus tarder, lançons notre deuxième démo qui va nous permettre de transformer une application, l'application vide de tout à l'heure, en une application ASP.NET MVC. Bien, nous allons revenir sur notre éditeur Visual Studio Code. C'est l'application que nous avons laissée tout à l'heure. Cette application a démarré sur le port 500. Je pense qu'on va arrêter le démarrage de cette application. Voilà, on va redémarrer l'application avec .NET, cette fois-ci Watch. Run. Ok, l'application a lancé. Nous allons partir sur notre navigateur pour nous assurer que tout va bien. Voilà, c'est toujours là sans problème. Bien. Maintenant, essayons de voir comment transformer cette application à une application .NET, classique, ASP MVC.NET. La première chose que nous avons vue, c'est de transformer, c'est plutôt d'utiliser le map controller route. Et à ce map controller route, on va passer deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de notre route. C'est un nom tout à fait conventionnel et aléatoire, donc pas besoin de on en dit plus. Donc vous pouvez donner le nom que vous voulez. Voilà, on va prendre le nom
default. Et vous constatez que le watch, au fur et à mesure que j'écris, est en train de compiler la page. Et ensuite, nous allons mettre notre pattern. Pour ce pattern, on va utiliser le pattern que nous avons défini un peu plus haut, c'est-à-dire contrôleur slash action et puis slash index. Et on va supposer que notre index peut être est optionnel. Voilà. Bien. Alors, vous voyez directement que ici, l'application nous signale une erreur. Voilà. L'application nous signale une erreur. Nous allons voir cette erreur, de quoi il s'agit. Eh bien, si vous regardez, il nous dit que le service, il y a un service requis qui n'est pas injecté. C'est le service permettant de mapper les contrôleurs, c'est-à-dire ce service de contrôleur. Alors, pour injecter ce service à notre projet, vous devez aller dans la partie configuration dont j'ai parlé tout à l'heure dans la vidéo. On va donc utiliser le paramètre service pour configurer ce service. Donc, vous ajoutez add controller et on peut ajouter add controller ou add controller with view. Donc, comme c'est un modèle MVC avec des vues, on va donc ajouter le service de contrôleur avec le service des vues. Donc, une fois que vous avez ajouté ça dans votre projet, eh bien, vous allez remarquer que voilà, il ne bouge plus, le projet démarre tout à fait convenablement. Alors, si nous partons sur notre navigateur, voilà, et que nous actualisons cette page, on constate qu'il ne se passe rien. Eh bien, s'il ne se passe rien, c'est tout simplement parce que nous n'avons défini aucun contrôleur ni aucune route dans notre projet. Donc, on va revenir sur notre projet. On va créer un contrôleur. Par défaut, les contrôleurs sont créés par convention. Les contrôleurs sont créés dans un dossier controllers. Donc, dans ce dossier controllers, nous allons créer un contrôleur. Appelons le contrôleur là, par exemple, product. Donc, par convention, on a dit il faut le suffixer de contrôleur. Et l'extension du fichier, c'est .cs. Bien. Bien, nous sommes là dans le fichier CS de notre C# de notre contrôleur. Nous allons donc créer notre contrôleur dans un espace de nom. On va noter dans un namespace. Le namespace va porter le même nom que notre projet, démo. Voilà, démo.contrôleur pour respecter les conventions d'application. Donc, je suis dans le dossier contrôleur. C'est normal que mon namespace soit contrôleur. Donc, dans ce namespace, je vais donc créer une classe qui porte le même nom que le fichier, toujours dans les conventions, produit classe product controller. Voilà. Et cette classe doit hériter de controller. Une classe qui s'appelle controller. Voilà. Bien. Le code bouge un peu là. Donc, on va ajouter l'extension qu'il nous demande. Alors, où trouver cette extension? Donc, qu'est-ce qu'il veut? Alors, c'est l'extension Microsoft.asp. Contrôleur. Alors, cette IntelliSense, c'est effectivement les packages et les extensions que j'ai installées pour Visual Studio Code qui me permettent d'avoir cette IntelliSense comme ça, comme si j'étais sur Visual Studio. Hein. Donc, voilà notre fameux contrôleur. Et pour ce contrôleur, nous allons donc créer une méthode simple. On va appeler cette méthode, supposons, index.
voilà, qui ne prend rien en paramètres, et qui retourne une chaîne. On va donc retourner page index. On va appeler ça comme ça. On va retourner une chaîne qui affiche page index de product. Voilà. Bien. Alors, on va enregistrer le tout. On va aller sur notre navigateur. Donc, si on active toujours, hein, si on actualise, toujours rien ne se passe. Mais la route qui a été définie, en fait, le contrôleur qu'on veut accéder, auquel on veut accéder s'appelle product. Et l'action qu'on veut accéder dans ce contrôleur s'appelle index. Rien ne se passe, attention. Il faut qu'on enregistre tout. Et tout. S'assurer que tout est bien enregistré. Voilà, bien. On revient ici. Je crois que product, il est bien écrit. Product. OK. Slash index. D'accord. Voilà. Donc, si tout est enregistré, vous tapez dans ça et vous avez donc votre message qui est renvoyé, l'action qui renvoie bien cette chaîne-ci à votre navigateur. Alors, si on crée, par exemple, une autre méthode details et que cette méthode details qui prend par paramètre un ID 5, un ID, voilà, et qui va retourner toujours une chaîne, je pourrais donc dire à cette méthode return paramètre parameter et je concatène avec l'ID. Voilà, tout ça. Voilà. On enregistre tout ça en tant que l'application compile tout entièrement. Okay. Et là, vous voyez que cette route passe toujours et nous envoie toujours par l'index. Par contre, si je passe maintenant plutôt ici l'action, j'appelle plutôt l'action vitesse, je crois que j'ai mis S, oui, et que je mets l'ID 5, je valide, vous voyez bien, paramètre 5. Donc, si je change le paramètre, je mets 6, dessus j'écris, je mets 6, voilà, ça met plutôt paramètre 6. Donc, vous voyez que c'est très très sympathique l'ASP, surtout dans son modèle MVC. Et on peut donc passer à autre chose. Par exemple, on va créer maintenant, définir notre route maintenant sur un autre contrôleur. Donc, on peut par exemple dire à notre route que le contrôleur par défaut, bien l'action par défaut sera index. Donc, si on définit ça sur notre route et qu'on enregistre notre projet, voilà, j'adore bien ce watch qui de temps en temps recompile automatiquement pour moi. Alors, ça veut dire qu'en ce moment, si je précise pas d'action et rien, et bien automatiquement c'est l'action index qui est appelée. Voilà. La preuve c'est que si je mets index là, voilà, c'est toujours la même action. Que je précise ou que je précise pas, c'est l'action index qui est appelée. Et si je définis ici que le contrôleur par défaut c'est product et que j'enregistre, alors tout cela veut tout simplement dire que si on voilà, donc j'ai défini d'abord tout à l'heure ici que l'action était index, je pense que c'est pas passé au slide, et ensuite j'ai défini que le contrôleur maintenant c'est product. Donc si je reviens sur le navigateur et que
je lance sans préciser l'action, vous voyez que ça passe toujours. Et si je ne précise pas non plus le contrôleur, c'est le contrôleur product et son action index qui est appelé par défaut si vous lancez l'application sans préciser aucune autre information. Alors, en ce qui concerne les vues, nous allons créer un deuxième contrôleur ici. Non, pas un dossier. Un contrôleur, donc on va appeler ça home. Home contrôleur. C#. Voilà, bien. On connaît déjà de quoi il s'agit. Donc, nous allons copier tout ce contrôleur. Nous allons le coller ici. On va le renommer en home contrôleur. Et pour ce home contrôleur, ce que je voudrais, c'est retourner une vue et non une chaîne, c'est-à-dire une page HTML. Donc, il faut donc retourner ce qu'on appelle un eActionResult. Et le eActionResult, je vais donc préciser le turn view. Eh bien, si je mets return view comme ceci, sans préciser rien du tout, j'ai dit retourne-moi une vue. Par défaut, il va chercher donc une vue qui s'appelle index. Et où est-ce qu'il va chercher cette vue? Donc, on va enregistrer tout ça pour voir. CTRL S, tout là. S. Nous allons donc aller sur notre navigateur. Une fois qu'on est sur le navigateur, on va donc essayer d'appeler notre contrôleur home et l'action index. Et bien, comme vous le constatez, ça fait une erreur. Il me dit qu'il cherche une vue qui s'appelle index. Dans le répertoire view home ou alors dans le répertoire view chair, il n'a trouvé aucune vue dans mon projet qui s'appelle index. Alors pourquoi il cherche une vue qui s'appelle index? Si vous revenez dans votre projet, vous allez constater que si je ne précise pas ici en parenthèse le nom de la vue qui va être appelée, par défaut, il va chercher une vue qui porte le même nom que l'action. Et cette vue, il va la chercher dans un répertoire view que nous n'avons pas encore créé. Et dans ce répertoire view, il va chercher dans un répertoire home, non plus qui n'est pas créé, bien éventuellement, une vue qui s'appelle index, qui porte l'extension index.cshtml. Et bien, s'il ne trouve pas ça là-dedans, il va chercher dans un répertoire par défaut, un répertoire connu par le système qui s'appelle donc chair. Donc, allons-y immédiatement donc, dans créer ce répertoire view. Dans ce répertoire view, créons donc un répertoire home. Et dans ce répertoire home, créons donc une vue qui s'appelle index.cshtml. Bien. Donc, on va utiliser le générateur de Visual Studio pour le HTML. Voici donc notre vue. Et là, nous allons donc mettre dans cette vue un code relativement simple. Mettons tout simplement une balise disons une balise quoi, H1, voilà. On va mettre vue index. Voilà. Vue index. Très bien. En ce moment, si revenons sur notre
navigateur et qu'on actualise tout ceci. Bon, espérons qu'on a tout enregistré. On va vérifier que tout est bien enregistré. Là, on a une petite erreur. C'est quoi cette erreur? Attention. Oh, service location, home, index. Ah, ok. L'erreur n'est pas trouvée. Donc, on va enregistrer ça. Ça doit être une ancienne erreur. Ça aussi. Enregistrer home. Et startup. Le projet va être recompilé entièrement. On attend un peu. Et voilà, tout est correct. Donc, on repart sur notre navigateur. On actualise tout ça. On voit bien que c'est la vue index qui est renvoyée. Bien, donc si on veut récapituler, par défaut, la vue doit porter, par défaut, si aucune vue n'est précisée en paramètres, la vue va porter dans le même nom que l'action. Et cette vue doit être stockée dans un répertoire qui porte le même nom que le contrôleur. Et ce répertoire doit être situé dans le répertoire view. Donc, par exemple, si je vais créer une deuxième vue qui s'appelle peut-être About dans le même répertoire Home, ça, je vais appeler ça about.cshtml et que je vais mettre du code H1, ce sera toujours About. Voilà. H1 vue About. Voilà. Ce contrôleur-ci, donc, malgré que c'est index, peut donc retourner la vue About. Tout ce qu'il faudra faire, c'est de préciser le nom de la vue ici. En parenthèse, About. Comme ça. Et du coup, revenir sur notre navigateur, actualiser cette page, on voit bien que le contrôleur, malgré qu'on appelle index, mais va plutôt retourner la vue About. Bien évidemment, il est conseillé généralement de créer une action pour gérer une vue particulière, mais rien ne vous empêche dans des cas complexes de retourner la vue que vous souhaitez dans votre contrôleur. Rien ne vous oblige à respecter ça. Donc, je pourrais donc créer une action qui retourne tout simplement une vue. Donc, je fais return view. Je peux préciser toujours about en parenthèse ou alors je ne précise pas about. Voilà, je suis pas obligé. Donc, du coup, il va me chercher une vue dans le répertoire home qui porte le nom about et ici, il va me chercher une vue qui porte le nom index. Donc, si j'enregistre tout ça et que je reviens dans le navigateur, et que je clique, j'actualise ici, on voit bien que ça retourne index. Et si j'appelle l'action about, on voit bien que ça retourne about. Si je ne précise rien, on tourne dans produit. Et si je précise product / details 5, eh bien, on retourne bien dans product / 5, on voit bien les informations attendues. Eh bien, nous avons donc transformé comme ça une page. Une page simple, enfin, une application simple ASP.NET pratiquement vite. On vient de la transformer en application ASP.NET classique, juste en rajoutant deux choses.
en rajoutant cette route et ce service. Juste 2 éléments comme ça et votre application est prête à l'emploi. Bien évidemment, si vous avez des fichiers statiques, des répertoires statiques, comme par exemple du CSS, il faudra ajouter d'autres informations sur votre page, enfin sur votre startup, pour que ça puisse fonctionner. Mais on verra tout ça en détail, en grosso modo, dans la partie de la version, la partie des vidéos que nous allons diffuser sur la chaîne OSS. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié la vidéo. Je vous demanderai donc, bien évidemment, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour suivre d'autres vidéos qui viendront sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, hein, beaucoup, un max de likes et de partage. Je vous souhaite encore, de la part de toute l'équipe de Resource Solutions, d'excellentes fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur OSS Channel.